Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je pense qu'il doit encore y avoir des participants qui vont arriver, mais nous allons néanmoins démarrer. Merci d'être avec nous pour cette deuxième étape du Tour de France en CCI sur l'économie circulaire que CCI France organise en partenariat, donc bien sûr, avec le Forum Reset, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME, Engie et le Crédit Coopératif, et l'Institut de l'économie circulaire également. Donc, je me présente, je suis Yann-Éric Starlander, je suis chargé de mission transition énergétique et écologique à CCI France, à la direction développement durable et proximité territoriale. Alors, avec nous, nous avons donc déjà rappeler l'intitulé de cet atelier et le thème. Donc ensemble, nous allons voir comment l'économie circulaire peut permettre aux entreprises, en particulier aux TPE, PME, de créer plus de valeur et donc augmenter votre efficacité sur le territoire. Donc pour ce faire, nous avons un magnifique parterre d'intervenants avec François-Michel Lambert, qui est député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut d'économie circulaire. Alors malheureusement, il était pris par une réunion à l'Assemblée nationale. Il est dans l'avion, il devrait nous rejoindre normalement pour faire la conclusion. Je donne peut-être tout à l'heure rapidement la parole à Bénédicte Sergent, qui dira un mot de l'Institut de l'économie circulaire en attendant que François-Michel Lambert nous rejoigne. Donc ensuite, nous avons Anne-Marie Fruteau de la CLO, de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADEME. Nous avons pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, Zénaïde Hubert et Loïc Leget. Ensuite, donc là, c'est un peu pour la séquence politique, stratégie de l'État en matière d'économie circulaire. Et ensuite, pour le deuxième temps de cet atelier, nous aurons donc Xavier Passemard de chez Engie Biogaz, Jérôme Henry du Crédit Coopératif, Isabelle Perroux de la menuiserie Perroux, qui est située dans la région, dans le département, voilà, à Saint-Rémy en France, et Véronique Fermé, qui travaille pour le festival d'Aix. Est-ce qu'on le fera après en fonction de l'arrivée ou pas? Alors, sans plus tarder, nous allons aborder avec Anne-Marie. Donc, on va en fait faire un peu un retour sur la notion d'économie circulaire et ce qu'elle englobe exactement. Vous nous aviez indiqué que vous alliez faire un survol concret, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus d'économie circulaire entre initiés, mais ce n'est pas encore forcément une notion précisément connue de tout le monde. Et puis même entre initiés, on ne parle pas forcément toujours de la même chose quand on dit économie circulaire. Donc ça nous semblait important là aussi de bien revenir notamment à une définition qui a été arrêtée, stabilisée si on veut par l'ADEME. Et donc Anne-Marie va nous présenter ça dès à présent. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je vais aborder aujourd'hui l'économie circulaire sous le haut patronage de Paul Valéry, comme vous pouvez voir. Pourquoi cette phrase? Eh bien, tout simplement parce que nous vivons dans un monde qui est complexe. Dans ce monde se mêlent les enjeux, et de manière très intime, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, avec des aspects organisationnels, des aspects technologiques, des aspects financiers, des aspects humains, une véritable complexité. Et l'économie circulaire, au milieu de tout cela, eh bien, c'est un outil. J'aurais même tendance à dire, sans le dévaloriser pour autant, que ce n'est qu'un outil.
Ce n'est pas un gros mot, il ne faut pas en avoir peur. Il y a une utilité et du concret derrière ce concept. C'est un outil, en fait c'est une cartographie extrêmement simplifiée de l'existant, des approches, de l'ensemble des multiples approches qui mènent ou qui visent un même objectif, la réduction de nos consommations en ressources et la réduction de notre production de nuisances. Et quand je dis de notre, c'est de la production de notre activité économique et, on va dire, individuelle. Voilà, toute la société est concernée par cela. Donc, effectivement, c'est une approche un peu simpliste. On peut avoir la... Je ne crois pas que j'ai la main. Donc, voilà. Mais ça a le mérite quand même de clarifier un petit peu les choses. L'idée aussi, c'est d'associer à cette réduction de consommation et réduction de production de nuisances la génération d'un bien-être économique et d'un bien-être social, y compris sanitaire, de plus en plus visible et sensible. Là, vous voyez l'intrication et la complexité des choses. Donc, l'idée, c'est d'y voir plus clair, de manière à mieux comprendre l'existant, mieux pouvoir l'utiliser et mieux pouvoir le prolonger vers des perspectives encore plus bénéfiques et plus adaptées éventuellement à des contextes nouveaux ou différents ou pas encore pris en compte. Alors voilà, on a sectorisé, on a nommé, on a placé et on se retrouve avec ce fromage, donc avec 3 tiers. Un tiers qui concerne l'offre, c'est-à-dire tout le côté acteurs économiques qui font de la production de services, production de biens. Tout le côté demande et consommation. Donc là, il s'agit, on va dire, des particuliers, des citoyens, mais aussi parfois des entreprises. Et puis tout le côté gestion des traitements et valorisation des déchets, c'est vraiment un côté particulier qui vaut un tiers à lui tout seul. Et à l'intérieur donc, de ces tiers, on a associé des approches qui ont semblé les plus spécifiques à ces secteurs-là. Donc pour l'offre et les acteurs économiques, donc ça part de l'approvisionnement, ça va jusqu'à la conception avec l'éco-conception. On continue avec la capacité à échanger, à produire des synergies et rationaliser des usages avec l'écologie industrielle et territoriale. Et l'économie de la fonctionnalité, qui représente donc cette mutation de finalement l'objet, enfin de la transaction qui n'a plus pour objet le bien ou le service, mais qui a pour objet la performance de ce bien, la performance de ce service. Pour ce qui est des comportements et de la demande, le comportement des consommateurs et de la demande, eh bien, on balaye un petit peu tous les gestes de consommation, l'achat, l'utilisation, le réemploi, la réparation, la réutilisation, de manière à couvrir un petit peu tous les cas de figure. Et on en arrive au recyclage et à la valorisation de gestion des déchets. Voilà, donc vous voyez, tout cela, en fait, est complètement indissociable de la RSE. C'est un pan entier de la RSE, parce que comment faire tout cela, ou un peu de cela, sans se poser la question de l'économie, déjà, hein, et puis de l'impact sur l'humain, sur la société, sur le territoire. Voilà, donc on est vraiment ici, au Forum RSE, bien à notre place pour parler d'économie circulaire ensemble. Mais on voit, bon, c'est très clair, mais effectivement, c'est très faux. C'est très faux tout ça. Parce que, eh bien, toutes les frontières qu'on a mises là, elles n'existent pas dans la réalité. Quand vous faites de l'éco-conception, vous vous intéressez à l'allongement de la durée d'usage. Si vous faites de l'économie de la fonctionnalité, finalement, vous faites de l'éco-conception de la transaction.
Quand vous faites de la consommation responsable, eh bien, vous allez vous adresser à quelque chose qui va se recycler ou quelque chose qui est plutôt en recyclé. Donc, vous faites marcher le marché du recyclé. Donc, vous voyez, il y a des liens. Mais l'intérêt d'avoir cette fausse figure, c'est qu'elle met bien en évidence dans ce qui est faux, ce qui reste à faire pour mettre bien en valeur et bien en utilité, on va dire, tout ce qui n'apparaît pas là-dedans. Toutes ces frontières mettent bien en évidence le fait qu'il y a justement très peu de frontières et qu'il y a beaucoup de transversalité à mettre en œuvre auprès des acteurs et auprès des milieux. Voilà, donc vous voyez, moi, ça sera ça, ma présentation de l'économie circulaire. C'est vraiment une manière un petit peu de dédramatiser la chose et de vous dire que c'est un outil qui est en priorité au service de la politique publique, parce que cela nous permet de prioriser les soutiens publics vers tel secteur, vers telle approche, selon les nécessités et les contextes. Voilà. Alors, bien sûr, pour vous, c'est pas très important, les entreprises ou les consommateurs, c'est pas très important de savoir que vous faites de l'économie circulaire, que vous faites plutôt de l'éco-conception ou plutôt de l'achat responsable. L'important pour vous, c'est de répondre aux problèmes qui se posent chez vous. Le problème qui se pose chez vous, c'est j'ai quelque chose qui me coûte de l'argent, j'ai quelque chose qui pèse trop lourd dans mon activité, comment je peux répondre à cela ? Eh bien, grâce à ce diagramme, nous pouvons, et quand je dis nous, c'est l'ensemble des acteurs publics, nous pouvons vous dire « Ah, mais là, on peut vous orienter vers telle approche éco-conception qui va résoudre votre question de je fais des appros, mais la moitié de mes appros passent à la poubelle parce que j'ai ma production qui fonctionne d'une manière pas rationnelle. » Eh bien, voilà, ça nous permet à nous de vous apporter à vous des réponses concrètes, dans le but d'améliorer vos performances environnementales, associées bien sûr à des performances économiques et au bénéfice du bien-être général. Voilà. Eh bien, une dernière. Merci pour ce. Oui, je sais bien. Ce survol concret, qu'on l'a dit, de cette notion d'économie circulaire. Donc, pour accompagner les entreprises, l'ADEME, vous avez mis à jour votre stratégie entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, la façon dont vous allez accompagner les entreprises, notamment en matière d'économie circulaire ? Alors, je n'entrerai pas dans les détails, parce que ça prendrait trop de temps. Et puis en plus, la stratégie entreprise, je l'évoque aujourd'hui, mais elle n'est pas encore validée pleinement au conseil d'administration. Mais on va dire que le principe, c'est la manière dont nous nous adressons, à partir de 2017, aux entreprises et aux acteurs économiques. Là, il ne s'agit plus de dire « faites de l'environnement, c'est bien ». Il s'agit de dire « faites ce qu'il faut pour améliorer votre performance en passant par l'approche environnementale, parce que c'est elle qui va stabiliser votre performance économique. » Donc, pour cela, nous avons, on va dire, bien sûr, dans l'immense champ des possibles, il a fallu faire des choix, et donc on s'adresse à l'innovation, au soutien à l'innovation, au soutien au développement et aux expérimentations des nouvelles pratiques qu'on a identifiées comme étant porteuses de sens en termes d'environnement et de bénéfices économiques. Et nous soutenons également la généralisation des bonnes pratiques de manière à ce qu'il y ait vraiment un mouvement de masse et un effet d'échelle sur les performances environnementales des territoires. L'économie circulaire, la RSE, tout cela ne pourra se développer qu'au moyen de l'innovation. Vraiment. Nous ne pouvons pas continuer à améliorer petit à petit. Il faut des ruptures. Alors c'est facile, mais c'est une prise de risque, une rupture. L'innovation, c'est un risque énorme et nous sommes bien présents. Nous ne sommes pas les seuls, mais moi je vous parle de l'ADEME, pour soutenir ces axes-là. Voilà. Alors, ensuite, de manière un petit peu plus précise, mais sans plus, simplement vous dire que du côté de l'ADEME, ce sont des moyens incitatifs. Donc c'est vraiment de manière à vous faire approcher
avec on va dire, à soulager votre prise de risque et pas à soulager votre réponse à une obligation réglementaire. Vous voyez les montants qui correspondent au financement pour l'année 2016 au niveau national. C'est non négligeable. Sur l'économie circulaire, il y a vraiment un énorme effort financier qui est fait. Mais l'ADEME, ce n'est pas que du financement. Je dirais même que le financement, c'est peut-être pas ça le plus important. Nous avons, on va dire, une panoplie de soutien méthodologique et technique à votre disposition. Il y a une forme d'expertise qui nous permet de vous orienter au mieux, d'avoir un premier niveau de réponse et de validation sur certains projets. Il y a des outils méthodologiques, des cahiers des charges, etc. Il y a de la documentation pour vous permettre de voir par vous-même ce qui a fait bénéfice ailleurs et de quelle manière les choses se font ou pourquoi elles ne se font pas. Il y a également de la formation, de l'information, avec notamment des journées dédiées, mais également nos participations à des journées telles que celle-ci. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est aussi de vous dire que si l'ADEME vous offre tout ça, elle ne vous l'offre pas toute seule. Nous travaillons toujours en partenariat, notamment avec les régions, puisque là je fais un tour un petit peu plus national, mais avec les régions. Et au niveau de l'État, nous sommes toujours en partenariat dans le cadre des contrats de plan, bien sûr. Voilà, j'en ai terminé. Je fais les choses assez rapidement parce que je pense que si vous avez des questions, ça sera mieux de les traiter après et peut-être autrement. Et puis, j'aurais dû commencer par cela. J'excuse auprès de vous ma directrice régionale, Gaëlle Rebec, qui était supposée intervenir aujourd'hui et que je remplace. Voilà, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé effectivement d'appui méthodologique en termes d'outils très opérationnels et que vous travaillez avec un ensemble d'acteurs. Parmi les outils dont vous avez soutenu la mise en place, vous avez l'outil Actif qui a été mis en place par les CCI d'Occitanie qui, entre-temps, est déployé sur l'ensemble du territoire national. Vous avez vu dans le camembert que parmi les actions qui entrent dans l'économie circulaire, il y a ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est un peu la notion, les déchets des uns peuvent devenir les matières premières des autres. Donc c'est une plateforme en ligne de géolocalisation de tous les flux, matière, énergie, eau, mais aussi l'ensemble des ressources des entreprises qui peuvent être mutualisées entre elles à travers des synergies. Donc voilà, soit pour économiser de la matière, ça peut être pour mieux utiliser des ressources, des équipements, même créer de l'emploi partagé. Donc on vous invite à venir découvrir. Vous pouvez avoir des démonstrations de l'outil dans l'espace CCI tout à l'heure. Alors merci beaucoup pour ce rappel précis de la notion d'économie circulaire. Désormais, je me tourne vers les représentants donc, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, tout d'abord, Loïc Leget. Donc, vous êtes chargé de mission recyclage et valorisation des déchets à la Direction générale de la prévention des risques. Pouvez-vous nous rappeler les principales dispositions réglementaires et les engagements de l'État en matière d'économie circulaire et de croissance verte ? Oui, bonjour. Donc, je n'ai pas de diapositive à vous présenter. Donc, je vais essayer de résumer quelques points. Après une phase longue de mise, de définition, donc économie circulaire au sein de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui date de août 2015. Donc, maintenant, on a 35 articles de loi contre 4 au départ et 11 décrets. C'est pour vous dire que le titre 4 de cette loi a été vraiment structurant pour nous. Donc je vais vous parler plutôt de mise en œuvre et puis je pourrais répondre à des questions spécifiques, mais l'idée majeure pour nous, alors moi je précise que je m'intéresse surtout à la dernière partie du camembert, la partie déchets, mais aussi dans l'optique d'éviter l'entrée dans cette partie du camembert, si je puis dire. Parce que
Si on fait vraiment l'économie circulaire parfaitement, à la limite, la phase déchets, on va presque enfin, en tout cas, on va l'amoindrir. On peut toujours discuter de son amoindrissement ultime. Les plus anciens se rappellent peut-être la tentative de limiter la mise en décharge aux déchets ultimes en 2002, qui n'avait pas vraiment été un franc succès. Voilà, nous, on est à la fois sur la prévention des déchets et sur la gestion des déchets. Donc, on a aussi envie de réduire la part déchets du camembert. Maintenant, donc pour nos priorités, vraiment en 2 mots, nos priorités sur la partie déchets, c'est la réduction de la mise en décharge. Donc c'est en 2025 diminuer de 50% la mise en décharge en France des déchets non dangereux, non inertes, donc les déchets, notamment les déchets qui s'appelaient avant les déchets banals des entreprises, les non dangereux, non inertes, comme les papiers cartons, les plastiques, par exemple, ou les déchets organiques. Et la deuxième priorité, liée à cette priorité majeure, c'est le tri à la source. Parce que le tri à la source est l'élément clé pour permettre de dégager des nouveaux gisements, de créer des nouvelles tournées de collecte, de créer des nouveaux réflexes qui vont être abordés après par ma collègue dans le cadre de l'écologie industrielle et territoriale. Donc, le tri à la source, c'est vraiment la clé, pour nous, c'est la clé de voûte. Il y a même un décret entre nous qu'on appelle décret tri 5 flux que vous avez sûrement entendu parler, donc pour obliger les entreprises à trier au moins les flux de papier, carton, plastique, verre, bois et métaux de leurs déchets. Voilà. Après, moi, je vais juste présenter 3 exemples à chaque stade pour vous montrer que on s'intéresse aussi aux autres stades, au ministère au sens large, puisque dans la première partie du camembert, production, activité des entreprises, l'idée maîtresse, c'est de faire mieux avec moins de matière. C'est de prendre vraiment la conscience de la valeur de la matière, de faire autant de chiffre d'affaires, ou plus de chiffre d'affaires, mais autant avec moins de matière utilisée. Et c'est donc un exemple que je peux vous donner. Comme ça, il y en a des milliers en fait d'exemples. C'est par exemple les paysagistes. Le paysagiste, la société d'entretien d'espaces verts qui vient dans une copropriété, par exemple, soit elle emmène les branchages, etc., vers un prestataire extérieur, soit elle s'occupe de donner de la valeur à ces branchages, c'est-à-dire qu'elle va faire du BRF, du bois raméal fragmenté, et ça va devenir du mulch, ça va donc inscrire cette entreprise dans une dynamique d'économie circulaire qu'elle ne faisait pas avant si elle se débarrassait de ces déchets verts vers un tiers. Donc là, par exemple, c'est pour une PME d'entretien d'espaces verts, si elle s'intéresse à la matière, en plus, elle va faire économiser à ses clients des intrants X, Y, Z qu'elle va remplacer par du mulch qu'elle aura produite elle-même. Donc, sur la phase de consommation, là, par exemple, pour nous, l'un des points clés de la phase de consommation, alors déjà, c'est de réfléchir à la consommation, à l'achat, lors de l'acte d'achat. Ça a été rappelé par ma collègue de l'ADEME. Mais une fois acheté, le point clé pour nous, c'est de ne pas dégrader la matière au fur et à mesure de son usage. Donc, lors de son usage ou de la phase d'utilisation, c'est, par exemple, il y a 2 façons de traiter les déchets de papier de bureau dans un bureau. Soit vous les mettez dans une poubelle, mais y compris une poubelle, dans le premier cas, ça peut être y compris une poubelle de recyclage, mais vous les mettez, symboliquement, vous les mettez à la poubelle.
soit vous les traitez différemment, c'est-à-dire que vous ne les mettez pas par terre dans une poubelle, vous les laissez dans un contenant sur le bureau, par exemple, les papiers ramettes, hein, et puis on peut mettre avec les journaux ou les revues. Voilà. Et on traite ce flux non plus comme un déchet, mais on le traite dans une chaîne logistique qui s'éloigne, qui ne rentre pas à ce stade dans une logique de déchet. Donc ça peut vous paraître contradictoire, comme nous on s'occupe de déchets, que je vous dise ça, mais c'est important aussi de raisonner comme ça. Comme ça, une PME qui a quelques mètres carrés de stockage disponible, elle peut avoir une caisse palette qu'elle va remplir progressivement de papier, de son papier de bureau, et à la fin, elle fait intervenir quelqu'un qui vient enlever la caisse palette de papier déchet, d'accord, mais qui n'aura pas été considéré finalement comme du déchet dans les bureaux, ça aurait servi dans les copieurs, ça aurait servi de moyen de production de l'activité de bureau. D'accord, il y aura de l'encre dessus, donc il y aura un sujet de désancrage de ce papier pour le recycler. Il ira dans une installation habilitée à prendre du déchet, mais voilà, tout ça, on conservera une qualité matière. Et ça, c'est très important. Dernier exemple au stade déchets. Le mot d'ordre, comme je le disais, c'est le tri à la source de tout ce qui est possible. Et là, ce qui est important, c'est d'identifier toutes les possibilités de reprise gratuite, en général gratuite, et canalisée, enfin organisée souvent au niveau national. Par exemple, je pense aux filières de responsabilité élargie du producteur, qui concernent notamment les équipements électriques et électroniques en fin de vie, le mobilier, le mobilier par exemple, les piles et accumulateurs. Donc on peut avoir, si on s'inscrit si on satisfait aux conditions logistiques, c'est pareil, hein, de ces filières, on peut avoir des reprises gratuites de ces appareils. Et là, c'est pareil, il faut préserver aussi l'intégrité de ces gisements pour pouvoir qu'il y en ait une partie qui soit réemployée par l'économie sociale et solidaire. On a aussi l'exemple dans le BTP maintenant. On peut, dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, on a difficilement obtenu que les distributeurs de matériaux de construction, les points P et autres magasins pro, soient maintenant des points de dépôt de retour des artisans notamment, qui sinon ont trop peu de solutions dans les déchetteries par les municipalités. Et voilà, donc là, c'est encore une fois s'inscrire dans une boucle d'économie circulaire. Voilà. Et puis, j'en termine par les contrôles, parce que notre mission, c'est aussi de maîtriser, de faire qu'il y ait une équité entre les acteurs, qu'il y ait... tout le monde se conforme quand même aux objectifs nationaux. Et là, par exemple, dans la région PACA, on a engagé dernièrement, avec les inspecteurs de la DREAL, une action un peu nouvelle qui fera peut-être qui sera peut-être déployée au niveau national, peut-être, sur le contrôle des camions qui rentrent dans les installations de stockage de déchets non dangereux, pour vérifier qu'il n'y ait pas des camions de déchets valorisables qui rentrent dans les installations de stockage, les décharges, si vous voulez, les décharges de déchets. Voilà. Donc, c'est des exemples que je voulais vous donner. Et nous, voilà, à la sous-direction déchets économie circulaire, on travaille sur tous ces sujets et sur beaucoup d'autres, comme les plastiques, par exemple. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation du cadre réglementaire et de ce qui devient plus possible en termes de revalorisation, recyclage des matériaux. Alors le ministère soutient aussi un certain nombre d'actions volontaires. On a vu ce que fait l'ADEME et donc maintenant je me tourne vers Zinaïde Hubert. Donc vous êtes chargée de mission économie circulaire et engagement volontaire dans une autre direction. En fait, c'est le commissariat général au développement durable du ministère. Donc qu'est-ce que vous encouragez en la matière ? Oui,
Alors, en parallèle de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, on développe différents outils afin de faciliter les initiatives portées par les acteurs de terrain. Donc, l'une d'entre elles, c'est d'avoir apporté des Pays-Bas les Green Deal. Donc, les Green Deal aux Pays-Bas, c'est un instrument qui existe depuis 2011. C'est un outil du gouvernement néerlandais pour stimuler le développement de l'économie verte. Il s'agit d'une coopération publique-privée avec des engagements des deux parties. Depuis 2011, il y a eu près de 200 Green Deals signés aux Pays-Bas. Et ce qui nous a intéressé dans cette démarche, c'est à la fois le fait que les Green Deals permettent de faciliter l'émergence des projets innovants qui rencontrent des freins sur lesquels l'État peut agir, et également de valoriser les projets pionniers. Donc, on a choisi en France d'importer cet outil et dans un premier temps de nous concentrer sur la thématique de l'économie circulaire de par son côté transversal. Donc, en France, les Green Deals s'appellent les engagements pour la croissance verte. C'est un programme qui est porté conjointement par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie, qui permet l'émergence des projets innovants pour la transition écologique et énergétique par un travail rencontré par les porteurs de projets sur des freins sur lesquels peut agir l'État. Il s'agit également d'une mise en valeur d'initiatives exemplaires et des projets pionniers dans certains domaines qui ont une force d'entraînement. Il s'agit d'une approche bottom-up, donc ce sont les porteurs de projets qui viennent vers nous avec leurs projets. C'est également de nouvelles méthodes de travail qui facilitent le décloisonnement entre les administrations et qui renforcent les partenariats. Ce sont donc des engagements réciproques entre porteurs de projets qui peuvent être acteurs économiques, collectivités territoriales ou bien des ONG et l'État. Ce sont des partenariats multi-acteurs qui sont signés à la fois par le ministre en charge de la transition écologique et par le ministre de l'économie afin de leur donner une certaine visibilité. Ce sont des accords qui sont rédigés comme des contrats, mais qui sont des contrats de droit souple, donc qui sont non contraignants juridiquement, et donc les engagements pour la croissance verte ne sont pas un instrument financier, mais une démarche complémentaire au programme classique de soutien technique et financier. Donc, depuis l'émergence de cet outil, 5 engagements pour la croissance verte ont été signés en France. Il y en a notamment sur le recyclage et la valorisation des déchets du plâtre qui a été signé au mois d'avril 2016. Donc c'est un engagement pour la croissance verte qui a été signé entre l'État, les industriels du plâtre regroupés avec leurs syndicats professionnels du SNIP et les 3 entreprises principales du domaine, Knauf, Placopâtre et Signat, qui a pour objectif de recycler d'ici 2020 250 000 tonnes de déchets de plâtre. Nous avons également un projet signé en avril 2016 sur la valorisation et le recyclage des déchets inertes du BTP. Donc, cet ECV a été signé avec l'UNICEM, l'UNPG et le SNPBE et a pour objectif, d'ici 2020, d'augmenter de 50% la quantité de matériaux recyclés par rapport à 2014. Il y a également un projet qui a été signé le 1er février dernier, donc c'est le dernier né dans la famille des engagements pour la croissance verte, et qui concerne le rechapage des pneumatiques poids lourds, et donc qui est porté par le syndicat national des polymères et du caoutchouc, et qui vise à faciliter le déploiement du rechapage des pneumatiques poids lourds, qui est actuellement fortement concurrencé par les pneus monovie. En parallèle, nous développons également différents outils sur le financement de l'économie circulaire. Donc, l'un d'eux est le label Transition énergétique et écologique pour le climat, le label TEC, qui s'adresse aux investisseurs et qui concerne les fonds d'investissement. Pour être labellisé, un fonds d'investissement doit démontrer son impact positif sur l'environnement, et notamment en termes de gestion efficace des ressources. Il y a un second label qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait sortir très prochainement, qui s'adresse, lui, aux entreprises qui ont recours au financement participatif. Il s'agit du label Financement participatif pour la croissance verte. Donc là encore, pour pouvoir accéder à ce label, un projet doit pouvoir démontrer qu'il a un impact positif sur l'environnement.
Enfin, nous travaillons actuellement à un projet de portail des aides de l'économie circulaire. Donc, ce portail devrait être en ligne d'ici la fin de l'année 2017. Donc, c'est un portail qui permettra de regrouper l'ensemble des aides disponibles pour le financement de l'économie circulaire. Et la petite nouveauté, c'est qu'il y aura également un côté... Les personnes qui auront eu ces aides pourront ensuite voter, un peu comme sur TripAdvisor, pour dire la facilité d'obtenir l'aide, le temps qu'il faut pour remplir, par exemple, les formulaires et compagnie. Donc, pour vraiment permettre une amélioration également des pourvoyeurs d'aide au niveau du suivi de leurs aides. Et j'en profite aussi, une dernière chose. Prix entreprise et environnement. Voilà. Pour les entreprises, vous avez jusqu'à la mi-juillet pour candidater au prix Entreprises et Environnement qui fête cette année leurs 30 ans. Donc les prix Entreprises et Environnement sont des prix ADEME, ministère de l'Environnement. Et donc il y a notamment une catégorie économie circulaire. Donc je vous invite à consulter le site internet. Vous pourrez facilement trouver le formulaire de candidature pour ce prix et peut-être être sélectionné pour ensuite avoir une remise des prix lors du salon Pollutech à la fin de l'année. Qui n'est pas Pollutech. Alors, qui est le salon World Efficiency cette année à Paris. Voilà. C'est la version parisienne du Polytech. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui montre qu'en quelques années, il y a vraiment tout un cadre à la fois réglementaire et incitatif qui s'est mis en place pour que vraiment on amorce franchement cette transition d'une économie linéaire vers cette économie circulaire. Maintenant, on va passer sur la deuxième séquence de cet atelier. L'objectif, c'est vraiment de mettre les entreprises au cœur des témoignages pour montrer tout ce qui est déjà fait et qui peut être fait. Alors, nous allons commencer par vous, Xavier Passemard. Donc, vous êtes directeur général de Engie Biogaz. On l'a vu, l'économie circulaire, c'est notamment une meilleure utilisation des ressources disponibles localement. Ça peut être par exemple le cas des biodéchets valorisables à travers le biogaz. Que fait Engie en la matière ? Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une présentation rapide sur l'économie circulaire et la méthanisation. Puisque quand on parle biogaz, on parle aujourd'hui essentiellement méthanisation. Alors juste, je vais replacer le Engie dans son contexte global. Si on vous parle d'Engie aujourd'hui, vous pensez assez naturellement gaz, vous pensez de temps en temps électricité, et puis vous pensez service à l'énergie. Mais aujourd'hui, Engie est une société qui a engagé une stratégie se décline en 3D. La décarbonisation, puisque aujourd'hui on essaye de promouvoir et on investit très très lourdement dans les énergies renouvelables, et d'ailleurs en France on est un des acteurs majeurs du développement des énergies renouvelables. Le deuxième élément, c'est la décentralisation, puisque, et là ça rejoint directement l'économie aussi circulaire, c'est le fait de rapprocher la production d'énergie des usages, donc en essayant d'accompagner les acteurs du territoire pour faire en sorte qu'on puisse produire sur les lieux de consommation et faciliter en tout état de cause l'autonomisation des territoires par rapport à l'utilisation de leur énergie. Et le troisième élément qui est lié aux deux précédents, c'est la digitalisation, puisque à un moment donné, le fait de décentraliser, le fait de multiplier les sources d'énergie renouvelables rend les réseaux assez complexes et les gestions de l'énergie sur les territoires assez complexes, et ça passe véritablement vers une numérisation de ces systèmes, et on investit lourdement là aussi en consacrant des enveloppes significatives pour accompagner ce mouvement. Alors ça, c'était une introduction rapide pour resituer Engie. Très modestement, Engie Biogaz est une petite entité, une entité qui a été développée au sein d'Engie pour accompagner la méthanisation avec deux activités principales. Une activité qui consiste à se positionner comme acheteur de gaz vert en France. On est le principal acheteur de gaz vert en France. Alors, les quantités sont relativement modestes encore, puisque c'est une filière émergente.
mais on essaie de développer ce portefeuille pour favoriser l'usage du gaz vert en France. Et l'usage du gaz vert en France, c'est par exemple chauffer des écoquartiers, c'est faire rouler des véhicules, et on le verra tout à l'heure, au bio-GNV, c'est pour alimenter des réseaux de chaleur avec un mix ENR plus important. Voilà, il y a un certain nombre d'usages. Donc, on est aujourd'hui le principal acheteur et ça fait partie des activités d'Engie Biogaz. Et par ailleurs, alors juste, vous voyez la carte, c'est aujourd'hui, il y a à peu près 32 unités qui injectent du biométhane en France. Et dans ce cadre-là, on a un peu plus de 50% de part du marché. Et donc, vous voyez les gens qui nous font confiance. Alors, la particularité quand même du biométhane, vous le voyez, et en région PACA, on est un peu plus mal situé, c'est que ça se passe plutôt dans une ligne que vous pouvez situer au-dessus de La Rochelle et Lyon. Donc, alors, ça a des raisons évidentes en termes de géographie, de structure du monde agricole, etc. On n'a pas forcément le temps de l'aborder. On pourra éventuellement l'aborder si vous avez des questions. Mais c'est vrai que ça montre, je dirais, ce tropisme. Et donc, la deuxième activité, au-delà du biométhane, c'est d'être véritablement un acteur de la méthanisation en étant producteur. Producteur, ça veut dire développer des opérations de méthanisation. Ça veut dire aussi investir dans des opérations de méthanisation et puis fournir des prestations d'exploitation. Voilà. Donc, si on passe maintenant à la méthanisation proprement dite. Alors, la méthanisation, je pense que ça parle à un certain nombre d'entre vous. En tout cas, c'est un procédé, je dirais, assez ancien, hein, très ancestral, qui consiste à un moment donné à dégrader de la matière organique, donc de la matière organique plutôt humide, hein, contrairement à la matière organique de type ligneux, pour, sous l'action des micro-organismes et en l'absence d'oxygène, produire de l'énergie. Et en fait, cette énergie, c'est du méthane. Et le méthane, ça a quasiment les mêmes caractéristiques à partir du moment où c'est purifié. Ça a à peu près les mêmes caractéristiques que le gaz naturel, sauf que c'est renouvelable. Voilà. Donc ça, très rapidement. Et vous voyez l'intérêt de la méthanisation, il est multiple. Il est multiple et il s'inscrit, je dirais, dans des actions et dans des volets très différents. D'abord sur le monde agricole. Il faut savoir que la méthanisation est un support et un atout pour le monde agricole parce qu'il fournit un complément de revenus au monde agricole, mais il permet aussi aux agriculteurs quelque part d'avoir accès, et je ferai un petit exemple là-dessus tout à l'heure, à un fertilisant renouvelable, hein, puisqu'on a parlé de la production d'énergie à partir de la méthanisation, mais il y a la production ce qu'on appelle un digestat, qui est en réalité un fertilisant de type renouvelable. Ensuite, on en a largement parlé tout à l'heure, c'est une solution de traitement des déchets, notamment des biodéchets. Donc là aussi, ça concourt à favoriser, à transformer les déchets en ressources. Ensuite, il y a la création d'emplois locaux, comme toute activité. Alors, ce n'est pas spécifique en tant que tel, mais en tout cas, ça génère des emplois locaux. La méthanisation, c'est une énergie 100% renouvelable et décentralisée. Donc là, ça concourt à favoriser l'émergence d'une énergie renouvelable sur les territoires. Donc, étant une énergie renouvelable, ça évite les gaz à effet de serre. En tout cas, ça limite la production de gaz à effet de serre. Et puis, politiquement, c'est quelque chose qui concourt à l'atteinte de nos objectifs dans le cadre de la loi de transition énergétique et dans la loi, dans la perspective des plans pluriannuels de l'énergie. Voilà. Alors, vous allez nous présenter un exemple concret, donc le CIDEM à Morspach. Alors oui, là on est en Moselle. Alors pourquoi on le cite cet exemple-là? Parce que c'est un des précurseurs, en tout cas, d'un exemple, d'un exemple de boucle locale d'économie circulaire. Piloté par une organisation, alors là on n'est pas sur une entreprise proprement dite, mais sur une collectivité, qui un peu avant beaucoup de monde en tout cas, puisqu'un certain nombre de collectivités après s'y sont mis, avait imaginé une vraie boucle locale
Alors le principe est relativement simple. On va chercher les biodéchets au niveau, je dirais, des habitants ou des restaurants ou des restaurants collectifs. Donc on récupère quelque part, je dirais, ces biodéchets avec notamment des bennes à ordures ménagères. On les met dans un méthaniseur qui, en fait, va permettre de produire du biogaz. Ce biogaz est épuré pour en extraire le méthane. Ce méthane, une fois épuré, est injecté dans les réseaux. Et grâce à ça, on va produire du biométhane qui va pouvoir être utilisé sous la forme de filière carburant. C'est ce qu'on appelle le bio-GNV. En fait, c'est un carburant gazeux, mais qui est à base uniquement, je dirais, de matière organique. Et c'est justement ce bio-GNV qui va être utilisé en carburant, qui va alimenter les mêmes bennes qui ont servi elles-mêmes à collecter les biodéchets dans les collectivités. Donc là, on est sur un exemple de boucle locale relativement fermée, et qui illustre l'intérêt que peut avoir une organisation à un moment donné à utiliser ce qui pouvait être considéré à un moment donné sur un territoire comme un déchet en une véritable ressource, puisque c'est une ressource énergétique qui va se substituer à des énergies fossiles et notamment à des carburants de type fossile. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui touche plus le monde de l'entreprise. Alors, le diagramme peut paraître un petit peu compliqué. En fait, je n'ai pas pu mettre le nom correspondant par rapport à ce schéma-là, mais ça concerne ce qu'on appelle des GMS, donc supermarchés et hypermarchés. Grande et moyenne surface, GMS, oui. Oui. Donc supermarché, hypermarché. En fait, en réalité, là aussi, vous savez que c'est un des sujets des supermarchés. Vous avez un certain nombre de denrées alimentaires qui sont date limite locale d'utilisation, même si, là c'est le citoyen qui parle, on peut éviter qu'un certain nombre de ces denrées en limite de consommation puissent être réutilisées pour éviter le gaspillage. Et il y a toute l'action des banques alimentaires aujourd'hui pour essayer notamment de récupérer ça. Mais pour autant, il reste un certain nombre de matière organique qui n'est pas utilisée. Et donc, ces supermarchés, en général, en tout cas, c'est une démarche aujourd'hui qu'on voit se développer dans un certain nombre de chaînes, vise à récupérer ces denrées alimentaires à travers des moyens logistiques qui sont mis en place, de les entreposer dans des caisses qui vont elles-mêmes être collectées par des collecteurs de déchets. Ces collecteurs de déchets vont s'engager au nom de cet hypermarché à les méthaniser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont s'engager à les apporter dans le méthaniseur le plus proche sur le territoire. À travers cette méthanisation, ça va produire là aussi du biogaz épuré. Et ce biogaz épuré va pouvoir être transformé en bio-GNV, en carburant. Et ce carburant va être utilisé à travers une station d'avitaillement, va être mise à disposition au même camion qui assure, je dirais, les rotations entre les magasins et les entrepôts. Donc là aussi, on est sur un exemple très très précis et encore là aussi très circularisé et très, je dirais, localisé, où une entreprise, à un moment donné, à partir de ce qu'elle considérait ou ce qu'elle pouvait considérer il y a quelques années comme un déchet, va pouvoir valoriser et donc créer de la valeur pour, je dirais, pouvoir utiliser cette ressource au niveau énergétique pour pouvoir alimenter elle-même ses propres camions et sa propre flotte. Voilà. Donc ça, c'est des exemples, comme je vous dis, ça a été anonymisé, mais ce sont des exemples concrets et réels. Hein. Voilà. Alors rapidement aussi, une déclinaison sur le monde agricole, pour conclure. Là c'était un exemple pour vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça, et on parlait tout à l'heure de possibilités infinies, je dirais, et d'innovation. C'est que on s'aperçoit à un moment donné que, jusqu'à maintenant, on a parlé de boucles locales sur l'énergie, mais il faut savoir qu'une des boucles locales aussi sur la méthanisation concerne les digestats, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des fertilisants renouvelables qui ont une forme d'assimilation par les plantes qui est supérieure à celle que peut avoir, par exemple, les fumiers et les lisiers, pour des raisons, je dirais, biochimiques. Et donc, on a un exemple là aussi précis, par exemple, d'une chaîne de fast-food qui va être alimentée par une coopérative agricole
là aussi des restes d'alimentation. Les restes d'alimentation vont être méthanisés, ils vont produire du digestat. Je ne parle pas de la partie énergie là-dessus. Et le digestat va servir à fertiliser à la place de l'engrais fossile, donc un engrais chimique qui, lui, est consommateur d'énergie, va se substituer à cet engrais pour venir, fertiliser les cultures qui vont elles-mêmes fournir le blé qui va être utilisé par la chaîne de fast-food pour, fabriquer ces petits pains. Donc vous avez cette première boucle. Et puis vous avez une complexité en termes de boucle qui peut se recréer parce qu'il faut savoir qu'on peut alimenter à un moment donné un méthaniseur avec des cultures intercalaires, c'est-à-dire c'est des intercultures, on profite de périodes de latence de culture pour faire développer des cultures qui ne sont pas forcément matures. Eh bien, ces mêmes cultures vont produire de la biomasse qui va alimenter le digesteur, qui va lui-même produire du digestat. Et enfin, là aussi pour complexifier les choses, mais ça montre que les boucles sont quasiment infinies dès lors qu'on commence à rentrer dans cette réflexion, qu'on est dans cette démarche d'économie circulaire. On a cette même coopérative agricole, vous savez qu'une coopérative agricole céréalière, par exemple, a des déchets, ce qu'on appelle des déchets de céréales. Ça représente en général 1% des céréales eux-mêmes. Eh bien, ces déchets de céréales sont eux-mêmes apportés au méthaniseur pour produire à nouveau du fertilisant. Donc, vous voyez, les exemples sont infinis. Mais on parlait d'outils tout à l'heure, mais à partir du moment où on est dans cette démarche, on voit qu'on peut multiplier ce développement et cette réutilisation de toute forme de ce qu'on a appelé il y a quelques années des déchets en une nouvelle ressource. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit clairement que le biogaz et le bio-GNV, biogaz naturel véhicule, peuvent être vraiment des vecteurs très intéressants énergétique, mais pas seulement. On a vu le lien direct avec la matière dans des projets d'économie circulaire locaux et le rôle que peuvent jouer des énergéticiens comme Engie sur de tels projets. Alors, désormais, je me tourne vers Jérôme Henry, donc le crédit coopératif. Donc, Jérôme Henry, vous êtes directeur général de l'innovation et du digital au Crédit Coopératif. Ça nous semblait effectivement important de là aussi avoir un acteur bancaire qui intervienne. C'est un lieu commun de le dire, mais l'argent, ça reste un des nerfs de la guerre pour que les projets puissent se faire. Donc le crédit coopératif, vous avez travaillé, ça a été mentionné ce matin en plénière, à l'élaboration d'un livret d'épargne citoyenne en Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, un livret qui s'appelait à l'époque 3e Révolution industrielle, livret TRI, qu'entre-temps s'appelle la REV 3. Ouais. Peut-être que vous pourrez donc nous en dire un mot, dire un peu où ça en est aujourd'hui. Et ce que je souhaitais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez un projet de dispositif, de produit de financement vraiment dédié à l'économie circulaire? Alors bonjour à tous, c'est vrai qu'il faut toujours un banquier quelque part dans le territoire. En général, c'est celui à qui on pose les questions les plus dures en fin de conférence. Alors, banquier, moi je vous propose une courte présentation, mais je voudrais qu'en tête vous ayez deux mots, confiance et éducation. Juste ces éléments-là pour que je puisse vous emmener jusqu'au port de ma conclusion. Et on va lancer aujourd'hui une idée qu'on va vous proposer et on a besoin de la nourrir avec vous. Petite page publicitaire, je suis désolé. Crédit Coopératif, c'est une banque de l'économie sociale et solidaire qui est orientée principalement pour aider des entreprises, des associations, des fondations, des fédérations employeuses et des particuliers affinitaires. C'est une banque qui a une forte économie, qui fait beaucoup de prêts dans le domaine des énergies renouvelables. On parlait de méthanisation tout à l'heure, des panneaux solaires. On est une banque qui fait beaucoup de prêts dans le monde de l'associatif, dans la réparation, le recyclage. Enfin, on a toujours travaillé ces secteurs parce qu'au cœur de ce secteur, il y a l'humain. Et avec la CCI, on essaye de pousser les habitudes, de pousser l'éducation. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la confiance? Je ne sais pas. Mais avec des projets comme Envol ou le Tour de France de la transition, qui nous permettent au fur et à mesure d'éduquer aussi nos clients, mais aussi nos chargés de clientèle. Alors, quand j'écoutais les interventions précédentes, je me disais, tout compte fait, la banque, on fait de l'économie circulaire depuis vachement longtemps. Parce qu'une banque, ça collecte de l'argent pour le prêter, en espérant que vous nous le remboursiez, de telle façon de leur prêter, pour qu'on soit remboursé, pour leur prêter. Je peux aller jusqu'au bout comme ça. Donc, notre gestion pour nous, c'est de collecter
prêter, de rendre l'argent à ceux qui le veulent, parce que c'est quand même leur argent, et de compenser ceux qui ne nous remboursent pas. Métier super simple qu'on pourrait appeler tiers de confiance, métier qui est complètement en train d'être attaqué partout, puisqu'aujourd'hui on peut payer par Apple, enfin, tout le métier de la banque change, et bien on doit changer un petit peu avec nous dans une batterie faible, c'est super. Hop là. C'est pas grave. Alors, cette mécanique-là, je collecte, je prête, je collecte. On parlait tout à l'heure du livret TRI Rêve 3. D'habitude en conférence, on vient toujours dire avec l'auréole sur la tête, je vais vous parler de tout ce qui marche bien chez nous, c'est super. Là, j'avais envie de vous parler de ce qui marche moyen et voir comment on peut le faire progresser. Parce que je pense que la nouvelle économie, c'est ça. C'est aussi qu'est-ce qui ne marche pas, comment en transparence le dire et comment être à plusieurs pour essayer de le réparer. Alors, on a eu la chance. Alors, à l'innovation, on invente beaucoup de choses. Vous savez, on nous appelle retour vers le futur. Donc, on invente beaucoup, on essaie de trouver des idées, des concepts, et on a eu la chance de rencontrer les équipes, les fabuleuses équipes de la CCI Nord à l'époque, Hauts-de-France aujourd'hui, Philippe Vasseur et ses équipes de CCI, mais aussi la région. Et ils nous ont dit, nous, on se lance à fond dans la TRI, troisième révolution industrielle, qui bien sûr embarque l'économie circulaire. C'est notre deal. On a bénéficié de la première révolution, on a raté la deuxième, on ne veut pas rater la troisième. On a des entreprises, on trouve un petit peu de quoi faire des prêts, mais on n'a pas associé le citoyen. Donc ils nous ont dit, challenge, en 2 mois, trouvez-nous une idée. Donc on a inventé le livret TRI. Ça, c'est la partie auréole sur la tête, super. Un livret qui peut être souscrit par des associations, parce qu'elles aussi veulent aider le territoire, peut être souscrit par des particuliers. Tout ça, 75% de cette collecte, on s'engage à la prêter dans le Nord sur les entreprises, sur des projets de TRI. Super succès. Succès médiatique, on a fait du France 2, du TF1, on a fait toutes les chaînes, juste pour un petit livret, c'est plutôt sympa. Succès entrepreneurial, et je pense qu'il n'y a plus d'énergie. Comment on fait quand on fait un truc sur le NR et qu'il n'y a plus d'énergie ? Ça marche quand même. Moi, j'ai plus d'écran, c'est pas grave. Comme malheureusement il ne fonctionne pas encore au biogaz, je crois que cette fois-ci, il faut plus métalliser assez d'énergie. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, parce que de mémoire, je connais mon pouvoir. Donc, on s'est retrouvé face à ce projet-là, qui a été 3 fois plus rapide en collecte que prévu. Collecter, prêter, veut dire 3 fois plus de prêts à faire que prévu. Et là, ça marche plus du tout. On s'est retrouvé avec des équipes dans nos agences qui se sont trouvées dans la difficulté de faire des prêts. Alors, il faut imaginer... Alors, si on se trouve face à un réseau qui ne fait pas les prêts, on peut faire toute la com qu'on veut derrière, on n'a pas l'impact qu'on veut. Pourquoi on n'a pas fait tous les prêts qu'on voulait ? Et on s'est battu pour essayer de les faire. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de certains projets. On ne sait pas comment les lire. Quand un banquier ne sait pas comment lire quelque chose, il dit non. Parce que le service des risques ne sait pas comment les lire. Et comme il ne sait pas comment les lire, il dit non. Parce qu'on ne connaissait pas la personne, elle est toute nouvelle. Nous, on aime bien les gens qu'on connaît. Et quand on ne te connaît pas, on ne sait pas comment le lire, on dit non. Et on s'est retrouvé avec toutes nos faiblesses bancaires face à un projet d'enfer. Et on s'est dit, mais comment on fait progresser ça, puisqu'on a promis un engagement qu'on prêterait cet argent. Et de là est partie toute une réflexion autour de l'éducation et de la confiance. On ne change pas une banque en 4 minutes, je peux vous le dire. On ne change pas une banque parce qu'on est président. On ne change pas une banque parce qu'on est chargé de... Ah, super, je récupère de l'info. On ne change pas une banque parce qu'on a une couche intermédiaire, on va changer tous les cadres au milieu. On change une banque quand on veut changer un peu son rôle, et on change une banque quand on fait un mariage à plusieurs. C'est-à-dire, on y associe tous les acteurs de territoire, et on change une banque quand elle retrouve un autre rôle. Et c'est un peu ça le sujet qu'on a découvert à l'intérieur de la TRI. Donc, bien au-delà de l'image que nous a offert les Hauts-de-France, on a découvert quelque chose qu'on a essayé de traduire dans... On voudrait financer plus d'économie circulaire. Comment on fait ? Eh bien, on va faire un prêt, parce que c'est plus facile à faire. On va faire un prêt qu'on a appelé prêt vert économie circulaire, qu'on a logé à l'intérieur d'un produit affinitaire qu'on appelle le Codé Vert. Je n'ai pas le temps de le détailler, mais on a de la collecte, de taux qui ne changent pas tous les 2 jours, et de particuliers qui nous ont confié de l'argent pour faire quelque chose d'économie verte. Ça tombe bien, on sait gérer, on va pouvoir le faire. On a un prêt classique, amortissable, taux fixe, jusqu'à 15 ans, avec des taux qui vont être stables, qui vont pouvoir financer ce que je vous ai écrit en dessous. Ça, c'est facile. Partie auréole. Mais on va surtout essayer de faire des prêts. On va surtout essayer de faire que nos chargés de clientèle, nos chargés d'affaires comprennent que c'est de l'économie circulaire, comprennent que derrière, quand ils font par exemple un financement d'innovation, ils peuvent avoir un impact positif. Et ça
ça ne va pas prendre 4 minutes. Donc, l'idée qu'on lance aujourd'hui, puisque ce produit-là, on va le lancer en septembre, c'est de le co-construire un peu avec vous. C'est un prêt que j'aimerais bien que ça devienne autre chose qu'un prêt. Ça veut dire, mon rêve, c'est que derrière ce prêt, le banquier fasse un lien en disant, bah, tiens, telle structure me demande tel financement, mais telle structure, vous serez peut-être intéressé par travailler avec un de mes clients qui lui-même fait autre chose. Et dans ce cas-là, le tiers de confiance, vous savez, le banquier peut devenir tiers de reliance. Et en faisant ce lien, quelque part, j'engage un peu le crédit coopératif. Et donc, quelque part, je me muscle en termes de confiance. Plus je me muscle en termes de confiance, plus je me muscle en éducation. Vous savez, pour nous, c'est super simple. Vous avez une petite rivière, vous avez une turbine. Si la turbine, l'eau de la rivière, elle passe en dessous de la turbine, je ne fais aucune énergie. Il faut que j'arrive à monter de l'eau. Il faut que j'arrive à monter le niveau de l'eau. Jusqu'au niveau de la turbine. Monter le niveau de l'eau, c'est monter de plus en plus de personnes qui comprennent le sujet, de plus en plus de risques qui acceptent qu'on fasse ces sujets-là, et de plus en plus de personnes qui sont avec nous pour le faire. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce prêt économie circulaire. On finance déjà pas mal de parties de l'économie circulaire, mais on a envie d'être fier d'être un banquier de l'économie circulaire. Je vais prendre 2 idées qu'on voudrait mettre dans ce prêt plus tard. On n'ose pas au début. Je me lance. Je peux ne pas sortir vivant. Alors, j'ai un super projet d'une super entreprise qui fait des super choses en méthanisation. Je suis fier en tant que banquier de le financer. Je suis fier en tant que banquier de le montrer à ma communauté. Cette communauté, elle peut liker le projet, comme on dit chez les Jones. Ben, s'il y a beaucoup de likes, moi je baisse le taux. Parce que ce projet, il sera partagé. Voilà. Ça, je peux vous dire, c'est pas gagné du côté des directions financières. Alors j'ai pire. Ce projet-là, on se dit qu'il va atteindre X, allez, on va dire CO2 de moins économisé, ainsi de suite. Et que tout compte fait, il marche tellement bien, son projet, qu'il a doublé son objectif en termes d'économie de CO2. Eh ben moi, je baisse le taux, puisqu'il a doublé son objectif. Et c'est ça qu'on voudrait construire dans la banque de demain. Et c'est pour ça qu'on n'en est pas certain qu'on est capable de le faire. C'est d'arrêter d'être collecteur, prêteur, en essayant de faire que les gens nous remboursent, en essayant de faire que les gens enlèvent pas leur argent, pour que toute cette, on va dire, ce circuit sanguin nourrisse une économie qui est complètement en construction et dont l'économie circulaire fait partie. Et donc, pour y arriver, je crois que vous avez envie, vous avez besoin peut-être même d'aide. À dispo dans l'espace CCI tout à l'heure, mais en 34, d'accord. Oui, pas le rater. Espace 34, je serai dispo pour écouter, pour vous présenter des fiches. Enfin, venez nous nourrir. Merci beaucoup Jérôme Henry. Et effectivement, on vous invite à venir échanger pour co-construire ce beau projet. On aurait donc parlé financement. Je souhaitais aussi dire un mot sur un portail qui recense l'ensemble des aides techniques et financières à destination des entreprises sur toutes les thématiques, mais notamment avec une entrée environnement et à travers laquelle le terme économie circulaire n'existe pas encore en tant que tel. C'est un projet qu'on a, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des aides, que ce soit les aides européennes, nationales, régionales, locales. Donc c'est un portail qui s'appelle lesaides.fr, les-du-6, aides au pluriel.fr. Voilà, donc maintenant nous allons passer à 2 témoignages de PME et même de TPE. Donc on va commencer avec vous, Isabelle Perroux. Donc vous êtes responsable administrative de la menuiserie Perroux, donc située à Saint-Rémy, donc près d'ici. Vous avez donc 17 salariés. Je vais vous laisser présenter votre entreprise, mais en fait, avant ça, il se trouve qu'en 2014, à nouveau près d'ici, donc à Arles, nous avons organisé le congrès développement durable des CCI et le thème était l'économie circulaire. Et à l'époque, nous vous avions enregistré, vous aviez fait un petit témoignage sur ce que vous aviez mis en place à l'époque. Donc je vous propose de visionner rapidement cette petite vidéo et juste après, vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui. Et puis évidemment, vous présenterez plus votre entreprise. Le système d'aspiration qu'on a mis en place récupère toutes les poussières de bois.
et les amène dans la presse à briquettes qui compresse toutes ces poussières et il en sort effectivement des Est-ce qu'en briquettes. régie, on peut basculer sur la vidéo qui apparemment ne se projette pas? C'est chez moi. Il faut que j'appuie? Je ne suis pas... Ah d'accord, il faut échapper complètement. Oui, pardon. Autant pour moi. Je trouve la bonne... Voilà. Toutes mes excuses et on recommence. Le système d'aspiration qu'on a mis en place récupère toutes les poussières de bois et les amène dans la presse à briquettes qui compresse toutes ces poussières et il en sort effectivement des briquettes qu'on peut ensuite revaloriser en bois de chauffage. Tout le bois qui sort de cette presse à briquettes vient de chez nous, c'est issu de notre production. C'était à l'époque des déchets qu'on jetait et aujourd'hui qui sont revalorisés sous forme de briquettes et de bois de chauffage. Voilà donc cette vidéo que nous avions enregistrée à l'époque. Je reviens donc au PowerPoint. Qui s'est remis au début du coup. Un petit instant. On y est presque. Hop. Non, pas du tout. Tout pour me mettre en confiance. Voilà. Alors donc Isabelle Perroux, aujourd'hui, environ 3 ans plus tard, où en êtes-vous de cette démarche et quel débouché avez-vous trouvé peut-être pour ces briquettes? Alors, on produit aujourd'hui 70 tonnes de briquettes par an. Au niveau des débouchés, c'est encore très difficile. On a une partie qui est en cartonné, qui est vendue à des particuliers comme bois de chauffage. Le projet qu'on avait au tout début, c'était de le vendre à une collectivité locale sur un chauffage vraiment industriel. À ce jour, il y a une chaufferie qui va se mettre en place à Saint-Rémy dans l'hiver. Donc 6 ans après notre installation et l'acquisition de la presse à briquettes. C'est encore très difficile dans les mœurs vraiment de faire accepter d'utiliser les déchets de la menuiserie locale pour l'utiliser comme bois de chauffage. Donc aujourd'hui, ils se tournent vers du pellet ou des plaquettes, parce que nous, les briquettes, c'est vraiment une production marginale par rapport aux briquettes ou par rapport au pellet, parce que c'est vraiment une production qui est faite par les menuiseries. Donc on est vraiment là, pour le coup, dans une économie circulaire. Ce n'est pas du tout pour les revendre sur un plan national, c'est vraiment pour rester en local. Par contre, sur les acteurs et même institutionnels, on a beaucoup de mal à faire, à les vendre à ces gens-là. Donc, on espère que ça va évoluer positivement dans le temps, mais c'est long. On voit qu'il manque peu de choses. Il y a l'équipement qui a besoin de bois, presque sous cette forme-là, enfin en tout cas qu'il a acheté presque sous cette forme-là, qui pourrait l'utiliser sous cette forme-là. Ouais. Donc, j'espère que ce n'est pas la seule, il y en aura d'autres. Au fur et à mesure, on rencontre tous les acteurs, tous ceux qui font les études, les fournisseurs de chaufferie. À force de les rencontrer, à un moment donné, ça deviendra une évidence qu'il faudra utiliser notre production. Mais pour l'instant, 6 ans après, il y a encore une grosse partie qui part à la déchetterie. Donc, c'est un peu dommage, oui. Alors donc, je passe une annonce à toutes les collectivités situées pas trop loin, parce que l'idée, c'est quand même d'exploiter vraiment localement. Il y a cette ressource qui est qui vous attend. Alors, vous avez envoyé quelques photos. Donc là, c'est votre site qu'on voyait aussi sur la vidéo. C'est ça. Donc, dites-nous, qu'est-ce qu'on voit là? Donc ça, c'est la presse à briquettes qui capte toutes les poussières de bois et qui les compresse complètement mécaniquement. Évidemment, il n'y a aucune colle, c'est complètement mécanique et ça tombe dans le palox qui est là et ça donne des briquettes comme ça. Donc c'est hyper calorique, ça chauffe
du tonnerre, parce que c'est très sec. Nous, c'est que du bois étuvé, hein, donc c'est très très sec. Donc c'est une bonne source de chaleur. Donc ce ne sont pas des bouchons de vin, de loin. Non, c'est pas des bouchons de croire. vin. Ça fait quelle taille à peu près Ça fait 10 cm, 10 cm sur un diamètre de 6 à peu près. Mais encore une fois, bon, c'est une production vraiment marginale, les briquettes, par rapport aux pellets ou par rapport aux plaquettes de bois forestières. Et de vous faire des pellets, ça, c'est pas envisageable, c'est un process trop compliqué. La fabrication des pellets, c'est vraiment plus quand même usine à gaz. Hein, c'est un autre investissement, c'est autre chose. Donc c'est surdimensionné pour une entreprise artisanale. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Je suis sûr que vous aurez des questions. Jérôme, Henri, allez-y, au micro s'il vous plaît. Je suis désolé, je pose la question en disant derrière là, ça correspond à combien de jours de poussière? Ah, ça c'est une demi-journée. Ah oui. Donc effectivement, c'est... On fait à peu près un palox et demi par semaine. Ouais. C'est ça, ouais. Oui. Ouais, ça c'est des palox. Ouais. Un palox par jour. Non, un palox et demi par jour, ouais, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'outil Actif, qui permet justement de recenser des ressources qui aujourd'hui ne sont pas utilisées de façon tout à fait optimale. Je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné dedans. C'est en cours. En tout cas. En cours. Je ne sais pas si j'y suis déjà, mais en tout cas, c'est en vraiment, cours. On croise les doigts pour que... Nous aussi. Donc, je suis sûr que vous aurez des questions. On va prendre des questions dans un instant. On va juste passer au deuxième témoignage. Donc, merci beaucoup, Isabelle Perroux. Donc maintenant le témoignage de Véronique Fermé. Donc vous êtes chargée de mission développement durable au Festival d'Aix. Donc comme quoi l'économie circulaire entre en scène même à l'opéra désormais. Tout à fait. Alors nous, on n'est pas une PME, on est une association loi 1901, mais on pourrait nous assimiler à une petite PME puisque nous avons quand même 175 équivalents temps plein. Et nous avons comme retombée économique environ 65 millions d'euros, dont 55 sur la région. Donc je le dis parce que souvent on nous prend pour des rigolos quand on commence à parler de ce qu'on fait. On n'est pas que des artistes, voilà. La démarche environnementale du festival a commencé en 2010. Moi je suis arrivée en 2012, donc en tant que chargée de mission développement durable à plein temps. Et à l'époque, on était en plein bilan carbone. Donc le bilan carbone, le résultat était attendu. C'est-à-dire que comme toute manifestation, qu'elle soit sportive, culturelle, économique, 80% des émissions étaient dues au déplacement, dont 55% dues au déplacement des festivaliers. On a quand même essayé d'agir sur ce sujet-là, bien sûr, sans pouvoir trop le maîtriser. On a un public qui n'aime pas trop le covoiturage ni les transports en commun, surtout quand ça finit à 1h du matin. Donc on s'est dit sur quoi pouvons-nous éventuellement travailler, que l'on maîtriserait un petit peu plus. Donc on va passer à l'autre slide pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait au Festival d'Aix et entre autres à Venelle, à nos ateliers de construction de décors. Donc on est producteur de décors, de spectacles et donc constructeur de décors. On construit 4 à 5 décors par an. Qui vont tourner entre 3 et 5 ans dans le monde entier. On va jusque... en Chine, aux États-Unis. Et donc, on a fait une étude de nos déchets, puisque en 2014, on avait à peu près 45 tonnes de déchets, 83% étant issus du pôle construction, donc que ce soit la construction, le montage, le démontage ou la destruction des décors. On a commencé par mettre en place le tri. Tout simplement, puisqu'avant on n'avait qu'une seule benne DIB. Et grâce à la mise en place de ce tri, on a fait une économie de 20% sur le traitement de nos déchets, de 20% de budget sur le traitement de nos déchets, ce qui est quand même assez intéressant, surtout quand on sait que les budgets de la culture baissent. Donc, c'était la première étape. On s'est dit maintenant comment on fait pour aller plus loin. Pourquoi pas passer à la réduction de ces déchets. Et on s'est dit comment faire. Et on a regardé un peu ce qui se passait dans le monde de l'industrie. Et on s'est dit l'économie circulaire, l'éco-conception, c'est un truc qui a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut l'adapter à nos métiers? Et on a répondu à un appel à projet de l'ADEME et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la prévention des déchets, donc Fili Déchets. Et on a été lauréat en 2014. Ce qui nous a permis en fait d'engager le pôle éco-design comme consultant à partir de 2014.
Donc on va voir la prochaine slide qui va vous montrer déjà les premières opérations avant Fili Déchets. Donc on essayait justement de travailler sur différents types en fait d'économie circulaire, puisqu'on a réutilisé un décor pour faire nos propres aménagements intérieurs. On a discuté avec un fournisseur qui nous avait donc fourni un sol en miroir pour un spectacle qui se passait au Grand Saint-Jean. Donc 300 mètres carrés de sol en miroir, on ne savait pas trop quoi en faire, et il nous l'a repris. Je pense qu'il a dû se faire de l'argent dessus, mais nous, ça nous a coûté moins cher que la mise en benne DIB, sachant que c'était très lourd, hein, une plaque, il devait y avoir 40 plaques, hein, donc il fallait 8 personnes pour porter, donc voilà, vous imaginez le poids que ça faisait. Et dernier système d'économie circulaire, c'est la réutilisation. Alors il faut savoir que c'est assez compliqué chez nous de réutiliser un décor, puisqu'on ne sait jamais quand il va finir de tourner. Donc souvent c'est un peu à la dernière minute, donc on fait un peu de bidouillage, mais on récupère essentiellement l'acier, les planchers et le bois qui n'est pas matiéré en fait. Donc grâce à l'ADEME et à la région PACA, on va passer à et au travail du pôle éco-design, on a eu les premiers résultats dès 2015, donc sur les productions d'Alchina. Alors là, vous n'avez qu'un tout petit bout de décor. Il faut savoir que c'est une maison entière avec 6 pièces qui bougeaient, avec des murs où on voyait le plâtre apparaître. Et la grosse question était de savoir qu'est-ce qu'on fait pour personnifier ce plâtre. D'habitude, on utilise du polystyrène, ce qui veut dire que ça souille complètement le panneau et le châssis. C'est des châssis souvent qui font 8 mètres de haut. Et on a travaillé en fait avec du liège, tout simplement. Ce qui nous a permis d'avoir des châssis complètement en bois, en matériaux issus du bois, puisqu'on a utilisé de la pâte à papier pour faire l'enduit. Donc, la seule chose qu'on n'a pas pu recycler, en fait, c'est les corniches que vous voyez sur le haut des portes. Ça, c'est en polystyrène, mais on a trouvé un système pour pouvoir désassembler ces corniches des châssis pour éviter que tout le châssis soit en DIB. Et la deuxième réussite, et on est même encore plus content puisque cette année on a réussi encore quelque chose c'est l'enlèvement au sérail. Alors vous avez que le dos là de la dune, mais il faut imaginer 8 mètres de long, une dune qui a été sculptée avec du polystyrène, matiérée avec de la toile de jute sur lequel on avait collé des granules de liège teintées végétales. Par contre, mais c'était collé. Donc on a réduit le volume déjà du polystyrène en mettant des praticables, ce qui nous a permis en plus de ça de réduire le volume dans les camions de transport pour les tourner, puisque c'était plus facilement assemblable dans les camions. On a fait recycler les chutes, bien sûr, et on a réussi en fait à décoller ce qu'on ne pensait jamais réussir, mais grâce justement au pôle éco-design qui fait des tests avec de la vapeur, avec plein de systèmes pour essayer de décoller ce matiérage. On a réussi à tout recycler cette année, puisqu'il est parti à la destruction cette année. Donc on avait 20 mètres cubes de polystyrène qui ont pu être recyclés. 2016, on est passé à 98,2% de décor. Alors, on était très fiers aussi sur le Così fan tutti. Et cette année, c'est 100% avec le Carmen. Alors, je ne peux pas vous montrer d'image parce que c'est secret défense. Il faudra attendre que le spectacle sorte. Donc là, il n'y a plus du tout de polystyrène sur ce décor. Alors, on ne construit plus tous nos décors, bien sûr. Donc là, il faut qu'on travaille aussi avec nos coproducteurs qui utilisent parfois pas les mêmes matières que nous, surtout quand on part en Pologne. Donc là, il y a un travail à faire avec eux aussi d'explication et d'échange sur ce sujet-là. On a profiter en fait de la présence justement du pôle éco-design et du financement de l'ADEME, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour développer des outils qu'on ne voit pas pour l'instant, qui sont en fait une matériothèque qu'on veut partager avec d'autres structures du spectacle, puisqu'on ne trouve pas en fait des réponses à nos matériaux. Enfin, dans les matériothèques qui existent actuellement, on a besoin vraiment de matériaux que l'on teste, qui sont ignifuges, qui sont sculptables
et qui ne craignent pas en fait les déplacements, les montages et les démontages. Donc cette matériothèque, on va essayer de la partager et de l'alimenter. On a aussi fait un guide méthodologique pour inciter tous les acteurs qui travaillent du début jusqu'à la fin, enfin sur le cycle de vie du décor, à aussi agir dans ce type-là. Et on a développé un outil d'aide à la décision financier cette fois-ci, bien sûr aussi environnemental, pour aider nos dirigeants à comprendre ce que c'est que l'économie circulaire et l'éco-conception. Ce n'est pas parce qu'un matériau est plus cher à l'achat que le décor sera plus cher au final, puisqu'il va nous coûter moins cher quand on va le détruire ou quand on va le construire. Donc là, on a répondu à un deuxième appel à projet Fili-Déchets de la TEM et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec entre autres objectifs, bien sûr, de fédérer les autres structures culturelles. On a déjà travaillé avec elles sur des laboratoires pour savoir ce qu'on pouvait mettre en commun. Lors du dernier labo, qui était en décembre 2016, il y avait 12 structures culturelles, dont France Télévisions, des maisons d'opéra, des théâtres. Nous manquent en fait les musées. Donc on attend beaucoup du ministère de la Culture pour nous aider à rencontrer les musées. On souhaite aussi donc collaborer sur des projets structurants, puisque Circular est un projet de la région Île-de-France avec Ecoprod, qui est un collectif de producteurs audiovisuels qui travaille sur justement les déchets de la culture. Le ministère de la Culture a un programme aussi qui va travailler entre autres sur les festivals éco-responsables, et nous participons à la Green Team d'Opéra Europa, qui est donc une association de maisons d'opéra au niveau européen. Et bien sûr, notre souhait est de continuer à travailler sur la région avec les partenaires régionaux. Donc, c'est un peu l'occasion de faire un appel. On a besoin d'idées, on a besoin Annonce numéro 2. De matériaux un peu innovants, de pouvoir tester ces matériaux, sachant que voilà, nous, c'est du one-shot, hein, c'est pas 10 000 fenêtres, hein, c'est un décor. Voilà, mais on recherche toujours des idées aussi sur la logistique et sur les ressourceries et travailler sur ces solutions. Alors, je veux bien qu'on passe à la dernière image, juste pour vous montrer notre problème. Notre plus gros problème, ce sont ce qu'on appelle, nous, les structures monumentales. Vous avez ici, en fait, la proue d'un bateau qui a été construit pour le Turc en Italie, production 2014. C'est une structure qui fait 8 mètres de long quand le mât qui bouge, hein, qui est en ferraille, etc. Et qu'on n'a pas pu faire autrement qu'en polystyrène avec de la résine dessus. Alors, à la fin de vie, on l'a trouvé. Ça y est, on a trouvé quelqu'un qui trouvait ça tellement beau qu'il allait le mettre dans son jardin. Non, je rigole, mais... C'est un peu ça. C'est un lieu de diffusion de spectacles qui va le récupérer. Mais c'est vrai, ce qu'on voudrait, c'est vraiment trouver quelque chose qui remplace ce polystyrène, parce qu'il faut savoir que le constructeur qui a fait ça, il en a respiré quand même pendant un certain temps, et que je pense que de toute façon, si on avait voulu le jeter, on n'aurait pas pu le faire autrement que dans le DIB. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et pour nous avoir révélé l'envers du décor. Avant de passer aux questions de la salle, très très rapidement, on voulait vous montrer. Donc là, on a eu un exemple un peu industriel avec une menuiserie, quelque chose de très quand même atypique au départ dans le domaine de la culture. Nous avions aussi, alors elle ne pouvait malheureusement pas être présente avec nous, mais très rapidement aussi une illustration, un camping qui là aussi vraiment systématise vraiment le tri. Hein, donc on retourne un peu plus sur le côté déchets, mais vraiment avec une démarche très poussée, avec des composts à destination des gens qui vont dans le camping. Donc une démarche très poussée dans ce camping dans le Var. Et montrer aussi que tout ça génère évidemment des activités spécifiques qui ne sont pas toutes complètement nouvelles, mais où ça prend un réel essor. Hein. Donc, en fait, le camping notamment, et ce n'est pas le seul, valorise, collecte ces huiles alimentaires. Et donc là, c'est une entreprise qui gère vraiment le recyclage de ces huiles alimentaires. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces deux exemples-là, il y a Marion Tourrière, qui est consultante économie circulaire à la CCI du Var, qui est normalement
dans la salle, voilà, elle est un peu plus au fond. Et sinon, vous pourrez venir aussi la rencontrer sur l'espace CCI. Donc, je vous donne maintenant la parole. Alors, juste aussi pour préciser que Monsieur François-Michel Lambert a réussi à prendre un avion et normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Donc, on va passer au temps des questions. Le voilà. Nous étions dans l'opéra. Voici une entrée théâtrale. Donc à ce moment-là, est-ce que, si vous êtes prêts, on peut y aller tout de suite. Sinon, on peut prendre quelques questions pour vous laisser souffler, peut-être. Alors, on va prendre quelques questions et puis donc vous conclurez notre atelier. J'ai une question, mais c'est pour l'éco-conception des théâtres. Je suis très très heureux qu'on utilise le liège, qui est un isolant naturel parfait. En plus, si on voulait refaire du liège, je pense qu'avec les chêneraies, ça, et le pastoralisme qui va avec, parce que si vous êtes au sud du Portugal, ils refont du liège, mais ils utilisent des moutons pour la pâture tout autour, et donc ça évite les incendies. Mais c'est pas là où je veux en venir. À La Rochelle, ils boivent très très peu à La Rochelle de vin, oui, très très peu, et ils récupèrent les bouchons de liège. Et il y a une vingtaine de restaurants de la Rochelle qui récupèrent ces bouchons, qui sont donnés à une association qui les broie, et ça en devient un isolant. Ouais. En 1 an et demi, ils ont récupéré 1 tonne de liège, parce qu'on ne boit pas beaucoup à La Rochelle. Ouais, c'est connu. Je pense qu'à Aix-en-Provence, on ne doit pas boire non plus beaucoup. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion aussi d'associer cette récupération-là pour avoir du matériau ? Alors nous, le problème, c'est qu'on utilise en fait des plaques de liège qu'on va sculpter derrière. Donc il faudrait trouver quelqu'un pour faire les plaques, voilà. Mais avec plaisir, au contraire, ce serait... Vous avez contribué à la création d'une activité nouvelle. Alors nous avons une question dans la salle. Oui, première là-bas. Oui, bonsoir. Merci pour vos diverses interventions. J'ai 2 questions en fait. La première, c'est que je fais un peu de prosélytisme auprès de mon entourage et je me heurte souvent à la réponse mais ça sert à rien de trier. De toute façon, j'ai vu à la télé que ça revenait tout dans la même benne. Donc ça, c'est une question qui s'adresse peut-être à l'ADEME ou au ministère. Par contre, aussi plus spécifiquement pour les personnes du ministère, en ce qui concerne les biodéchets, notamment dans l'industrie de la restauration, j'étais confrontée à ça très récemment en région parisienne. Donc je sais qu'il existe des mouvements tels Moulineaux de Stéphane Martinez qui collectent les déchets alimentaires auprès des restaurants. Nous, tout simplement, sur Paris Intramuros, là, il y avait un collectif de locataires propriétaires, enfin d'une copropriété, et qui aurait souhaité avoir une benne à biodéchets. Est-ce que c'est envisageable à court terme, voire très court terme ? Je veux dire, de généraliser, puisque la collecte des biodéchets est quand même, comme il s'agit de produits instables, contrairement à la collecte de l'huile qui est plus facile, donc qui est déjà pas mal organisée, je crois, au niveau de la restauration, des entreprises privées, mais qui collectent gracieusement et qui font leur profit après sur la réutilisation. Mais... Sur la première question, vous pouvez interroger la commune, l'intercommunalité qui s'occupe des collectes dont il s'agit et lui demander le rapport de service public des déchets et avec normalement des chiffres qui sont consolidés au-delà des erreurs de tri, des déclassements de bennes ponctuels qui peuvent arriver, mais il y a des statistiques de taux de refus, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de statistiques sur les matériaux valorisés en France, recyclés, et donc on peut aussi donner des chiffres. Il y a l'ADEME qui vient de publier le bilan national du recyclage avec les chiffres consolidés à l'échelle nationale, et c'est énorme, comme c'est des millions de tonnes qui sont collectées pour le recyclage, donc c'est pas du tout de l'artisanat Et sur les biodéchets à Paris, il y a une expérimentation dans 2 arrondissements. Je crois que c'est le 2e et le 12e. Si vous n'êtes pas dans ces arrondissements, pour le moment, il n'y a pas d'expérimentation. Et là, c'est du ressort de la ville de Paris. La LTEC, la loi de transition énergétique, a fixé comme objectif que tous les Français aient une solution de tri à la source de leurs biodéchets à leur domicile en 2025.
d'ici 2025. Alors ça se met progressivement en place. Il y a les territoires zéro déchet, zéro gaspille qui, si vous habitez dans ce type de territoire, il faut mobiliser les élus et voilà. Mais après, ça se met en place progressivement. Mais c'est vrai qu'en France, on a un peu de retard sur la collecte séparative des biodéchets, c'est clair. De tous les déchets d'ailleurs, hein. De tous les déchets. Si on regarde San Francisco, bon. Alors San Francisco, on pourra en parler longuement. Oui, je sais, c'est pas tout. Premièrement, ils produisent énormément de déchets. Donc après, ils en trient beaucoup, mais d'abord, c'est des quantités qu'on n'a même pas en France. Donc. Oui, je vais peut-être compléter sur. Ça marche ? Oui. Sur la première question, parce que la collecte des biodéchets à Paris, je suis vraiment désolée. C'est vrai que l'efficacité ou la mise en œuvre de la valorisation des déchets après tri a été difficile à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de cas où le geste de tri était initié, mais les suites correctes n'étaient pas données. Mais ça, c'était avant. Je ne veux pas dire non plus qu'aujourd'hui, tout se passe à la perfection. Et il y a effectivement encore des cas où le geste de tri est effectué, mais la suite n'est pas correctement réalisée. Par contre, cela devient marginal. Ça vaut la peine, dans les endroits où c'est constaté, d'être signalé. Signaler à la collectivité qui est en charge, d'une part, et signaler, pourquoi pas, à l'ADEME, voilà, pourquoi pas à l'Adréal. Enfin, vous faites du buzz dessus. C'est pas forcément les gens. Pourquoi je dis l'Adréal ? Parce que l'Adréal et l'ADEME se parlent souvent. Donc voilà, vous prenez le canal le plus simple et le plus courant chez vous, et puis vous faites en sorte que l'information remonte. C'est très important. Pour autant, moi, je ne validerai pas le réflexe de « ce n'est pas la peine que je trie ». Le geste de tri est inutile. Non. Le geste de tri est toujours utile. Parce que même s'il ne doit être que l'argument pour forcer une collectivité à mettre en œuvre ce qui aurait dû déjà être mis en œuvre, eh bien rien que pour ça, c'est un argument valable et c'est un geste nécessaire. Il faut aussi faire la part des choses entre les accidents ponctuels. Il y a des fois où, pour des raisons fonctionnelles, justement, on ne peut plus donner la suite habituelle et donc tout part dans la même benne, etc. Bon. Donc voilà, je pense que ce discours, on l'entend encore, mais de la même manière qu'on a très très longtemps entendu le discours de « je n'utilise pas du papier recyclé parce que ça bug dans les imprimantes ». Oui, c'est vrai, au début, le papier recyclé, ça ressortait en bouillie, et puis vous n'arriviez pas à faire ce que vous vouliez comme impression, et en plus, vous risquiez d'abîmer votre imprimante. Ce n'est plus vrai du tout, du tout. Donc, les choses évoluent, il faut qu'on fasse évoluer aussi notre regard. Par contre, ce regard doit aussi servir à être lanceur d'alerte et vigilance collective. Voilà. Donc, je vous remercie de votre question. On va juste prendre une dernière question rapide, si vous voulez bien. Et aussi, je vous demanderai d'être bref dans votre réponse pour qu'on ait bien le temps de la conclusion avec monsieur le député François-Michel Lambert. Bonjour, donc Christelle Deblé du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'avais un complément et une question, si vous le permettez. Un complément, déjà, je remercie Véronique d'avoir parlé de l'appel à projet Fili-Déchets. C'est un appel à projet régional qui est mené en partenariat avec l'ADEME dans le cadre du contrat de plan État-région depuis 2012. Et ça nous permet d'accompagner toutes les initiatives innovantes, transférables ou reproductibles sur le recyclage des déchets, mais pas que, parce que cette année, nous l'avons élargi
sur l'éco-conception et la mise en œuvre de l'écologie industrielle. Donc en 2017, on a un bon cru, parce qu'on a eu beaucoup de projets, et tant mieux. Ça prouve que la région est dynamique sur le sujet. Et donc je lance une information pour dire que normalement, si tout va bien, on le reconduira en 2018. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour cet appel à projet Fili Déchets. Et donc j'avais une question au ministère. Vous avez parlé d'un portail des aides sur l'économie circulaire. Je voulais savoir si sur ce portail des aides, vous allez y intégrer toutes les aides qui sont disponibles au niveau régional, notamment dans le cadre des CPER, et pour permettre justement une information la plus large possible de ces aides disponibles sur l'économie circulaire. Je vous remercie. Alors le but du portail des aides de l'économie circulaire, c'est justement recenser l'ensemble des aides disponibles, quelle que soit l'échelle, donc du niveau européen jusqu'au niveau local, donc les aides régionales aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors je suis désolé, je sais qu'il y aurait plein de questions. Malheureusement, on va manquer de temps. Ce qu'on vous propose, c'est de venir échanger avec les différents intervenants à l'issue donc de la conclusion qui va être faite par monsieur le député François-Michel Lambert, qui est aussi président de l'Institut d'économie circulaire. Merci, pardon pour ce retard. Et puis vous me demandez de faire une conclusion d'un rendez-vous auquel je n'ai pas assisté. Donc, alors peut-être, oui. Ce que je vous ceci propose, étant, c'est peut-être, on a vu le cadre qui a été mis en place. Vous avez fortement œuvré pour militer et œuvrer pour que ce cadre se mette en place. Peut-être tirer un bilan de ce cadre et ce qui aujourd'hui est la priorité selon vous. Alors tout à fait. Et puis nous sommes dans un nouveau cycle d'action politique avec une nouvelle Assemblée nationale, j'en sais quelque chose, et un nouveau gouvernement. Et nous sommes aussi dans une dynamique, et je salue Bénédicte Sergent et surtout CCI de France qui a initié ce Tour de France de l'économie circulaire. Après Toulouse, nous sommes à Marseille, et avec cette volonté d'inscrire l'économie circulaire dans les territoires. Je salue quasiment, je connais les 3/4 de la tribune, donc je découvrirai le quart qui manque, des acteurs qui sont peut-être moins médiatiques que moi, mais qui sont dans l'action et qui démontrent que par l'économie circulaire, nous pouvons obtenir, générer, aller de l'avant en création de valeur, en préservation des ressources, en création d'emplois, notamment et surtout aller de l'avant par quelque chose qui est extrêmement excitant, c'est-à-dire faire tourner les neurones, que l'intelligence humaine se mette en marche pour... facile celle-là. Que l'intelligence humaine soit le moteur de notre société. Voilà. La question de l'économie circulaire, je vais essayer de l'exposer en trois dimensions. Un, c'est nous sommes dans une société où nous pouvons être dans une qualité de vie qui me permet aujourd'hui d'être à Paris à 13h et d'être avec vous à 16h30, de ne pas avoir perdu dans des taxis ou autres le lien en termes d'activité ou avec ma famille grâce à des outils comme les smartphones, d'avoir plus de sécurité, d'avoir plus de loisirs, de confort, etc., etc. Mais ça passe par une hyper-consommation de ressources, et vous le savez très bien, qui est non soutenable. Donc nous avons une double obligation, celle tout simplement d'une survie planétaire pour l'humanité. Ça ne concerne pas la planète, ça concerne juste l'espèce humaine. Cette survie planétaire, on l'a déjà vu d'ailleurs dans des îles ou dans des espaces restreints, quand les ressources n'étaient plus disponibles, c'était la disparition des peuples qui la composaient. Les plus emblématiques, c'est les habitants de l'île de Pâques, mais ça a été démontré dans d'autres lieux du monde où quand toutes les ressources s'effondrent, c'est la disparition de l'espèce humaine. Donc de la même façon, avec 1,5 planète nécessaire par Français, si tous les habitants de cette planète faisaient la même chose, ça ne tiendrait pas et ça serait un effondrement de l'humanité. Donc c'est notre élément fondamental. Nous devons absolument structurer, sortir de cette société du gaspillage. Et puis l'autre, qui est
Tout simplement, cette société du gaspillage est arrivée au bout de ses capacités à produire des richesses, au pluriel, hein, pas que économiques, et arrive à un plancher en termes d'offres d'emploi, d'offres de travail. Donc, dans une société qui serait beaucoup plus efficiente sur les ressources, nous dégagerions de nouvelles marges qui créeraient des richesses qui elles-mêmes engendraient des emplois, du travail, parce que ce n'est pas forcément que de l'emploi, c'est du travail, qui renforcerait le partage des richesses absolument nécessaire. Donc voilà pourquoi l'économie circulaire devient un élément moteur, majeur des politiques publiques européennes dans nombre de pays, et puisque nous avons un nouveau président de la République et un nouveau gouvernement et de nouveaux élus à l'Assemblée nationale, aussi dans les politiques nationales. Emmanuel Macron, ici à Marseille notamment, un peu plus loin, disait début avril que sa volonté est de faire de la France le pays leader de l'économie circulaire. Et ce n'est pas que dans la réponse environnementale, c'est aussi parce que c'est le meilleur moyen pour générer de nouvelles marges et créer de l'emploi. On estime 300 à 500 000 emplois à créer. Nicolas Hulot est cofondateur, via sa fondation avec moi, La Poste, les syndicats français des cimentiers, FEDEREC, Kedge Business School, qui n'est pas très loin, l'école de management, et GRT Gaz, de l'Institut de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, il est ministre de la Transition écologique et solidaire. Depuis hier, il est renforcé de 2 secrétaires d'État, dont une aura en charge l'économie circulaire. Donc on voit bien que c'est une volonté politique. À l'Assemblée nationale, nombre de nouveaux élus ont déjà cette culture de repenser les modèles et de créer de la richesse et des valeurs. Donc nous sommes dans une bonne dynamique. Alors, dans la précédente mandature, puisque je suis réélu, et ça a été précisé dans la loi de transition énergétique, il y a un chapitre entier sur l'économie circulaire. Dans ce chapitre entier, quelques amendements, et un amendement que j'ai pu faire passer, mais qui est encore un peu en attente, c'est celui qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. La France doit se doter d'une stratégie de transition vers l'économie circulaire. Un tout petit amendement. Cette stratégie devait naître avant 2016. On va essayer de la faire émerger en 2017. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie ? C'est pour atteindre des objectifs, évidemment. Les objectifs, faire la France leader de l'économie circulaire. La stratégie, c'est peut-être de passer, et c'est pas peut-être, c'est une absolue nécessité, passer de 1,5 planète par habitant, par Français, à seulement une planète en termes de besoins, tout en accroissant le bien commun et en étant dans une démarche de progrès. Ça peut être un objectif à 30 ou 40 ans qui se décline dans le temps. Et comment on atteint des objectifs ? Eh bien, on définit une stratégie. Cette stratégie doit s'appuyer sur 4 leviers. Donc, le levier de la fiscalité positive, négative. Qu'est-ce que c'est qu'une fiscalité positive ? La Suède tente une expérimentation sur des TVA très faibles, voire nulles, sur tout ce qui est réparation des produits, donc par l'allongement de la durée d'usage. Il peut y avoir d'autres. Il y a Romain Ferrari qui vient juste de sortir sa TVA circulaire, qui est une approche extrêmement intéressante d'une comptabilité de la charge fiscale à faire peser sur des produits, sur des ressources, en fonction de leur usage et de leur réemploi. Et ça, c'est du positif. Négatif, c'est la taxe carbone. Le gaspillage, c'est du gaspillage énergétique. La taxe carbone, elle tape sur l'énergie, surtout la mauvaise énergie. Donc, ça aiderait à orienter. Deuxième axe, deuxième levier, c'est la réglementation. Je pense que vous devez connaître, en parler. Il y a eu quelques questions. Je sais que vous aussi, vous avez été confronté à des questions de réglementation dans ce que vous avez initié. La réglementation qui nous a protégés à une époque, qui aujourd'hui contraint les innovations. A priori, on devrait pouvoir lever très bientôt le fait de produire des larves de mouches pour créer des protéines, donc sur des déchets, produire ces larves de mouches sur des déchets pour obtenir des protéines pour nourrir les poissons en aquaculture. Aujourd'hui, la réglementation
et d'une complexité dingue, d'une contrainte que seules des autorisations très particulières permettent cette expérimentation, alors que dans d'autres pays, c'est devenu une production de base, des producteurs de larves de mouches, de protéines en vérité, sur nos propres déchets. Donc voilà des questions. Après, les incitations, c'est les achats publics. On a un peu transformé ceci, mais il faut aller plus loin, notamment les acheteurs publics doivent être moins frileux, plus intégrer la question de leur acte, de leur choix d'achat comme étant bénéficiaire. C'est les incitations économiques pour les changements de comportement. L'ADEME y participe, les changements de modèle, les changements organisationnels. Et le quatrième axe, c'est celui sur la formation, l'information, le changement de comportement. Donc on doit, moi j'ai 50 ans, donc je suis issu de cette société d'hyperconsommation qu'on nous a donnée. Il faut maintenant rentrer dans une société de meilleur usage des ressources, de partage, de tri, on en a parlé, de compréhension des enjeux, et puis en même temps, compétences. On commence à avoir des métiers nouveaux comme valoristes, c'est-à-dire dans les déchetteries, des gens qui mesurent les ressources arrivant, je ne dis jamais déchets, les ressources arrivant dans la déchetterie, quelles sont les valeurs et comment préserver ces valeurs en évitant des mélanges. Il y a notamment une déchetterie du côté de Libourne, je crois qu'ils sont capables de séparer en 25 flux différents. Et ils continuent, ils accueillent des startups qui leur disent si vous arrivez à me séparer ce plastique AB3 du plastique AB12, je dis sans savoir les numéros, le AB12, moi je le prends et je peux en faire un produit à très forte valeur ajoutée. Donc on forme les valoristes, on met en place des filières et ils sont en train d'augmenter cette séparation. Donc on a besoin de ces formations. Dans l'autre spectre, l'économie circulaire, c'est beaucoup de gestion de flux d'informations, des systèmes extrêmement complexes, avec des technologies autour des systèmes d'information, et l'une qui est très prometteuse, même pas prometteuse, qui est indispensable, c'est l'usage des blockchains. Donc il faudra avoir les compétences pour cet usage. Donc ça, c'est la stratégie. Et enfin, et je finis sur les territoires, sur les concrétisations, sur les initiatives. L'économie circulaire ne peut pas se faire en dehors des territoires. C'est pour ça que je soutiens l'initiative du Tour de France de l'économie circulaire, qui s'adresse à chaque territoire. C'est en fonction des ressources du territoire, intrinsèques ou importées par la consommation, l'activité, et des hommes et des femmes qui font le territoire. On n'utilise pas de la même façon. On parlait des déchets organiques. Il y aura des territoires qui auront plus de facilité à travailler autour des déchets organiques par rapport à la culture, les us et coutumes locaux, que d'autres où des us et coutumes locaux auront inculqué une certaine méfiance des déchets organiques. On peut parler du reuse des eaux usées, quand on aura des fraises qui seront arrosées par des eaux usées, réinitialisées, remises à un niveau normatif par des... Ça sera accepté dans certains, ça ne sera peut-être pas accepté dans d'autres, etc., etc. Donc la question de la relation entre la ressource, le territoire et les hommes qui font ce territoire est indispensable. J'y tiens. Elle se fait par la rencontre des uns et des autres. Je dis souvent par la machine à café, qui est le moyen que les uns et les autres puissent se rencontrer en venant d'univers différents. Ça, c'est un point extrêmement important. Enfin, et là, je vais revenir peut-être politique dans un nouveau cycle. Comment le dire ? Il ne faut plus tergiverser, se poser des questions, il faut foncer. Il faut prendre des risques. À nous, les politiques, avec les services de l'État notamment, avec des supports comme peut-être les CCI ou d'autres acteurs, de foncer. Aujourd'hui, je me souviens, que vous l'avez rappelé, que c'est en 2025 que les déchets organiques devront être séparés. Il faut aller beaucoup plus vite. C'est des matières, des ressources extraordinaires en termes de potentiel de création de richesse. Donc chacun doit trouver les moyens d'aller beaucoup plus vite. Je finirai sur deux entreprises. Une, ici, Terradona, qui arrive à capter de mieux en mieux à travers des bornes, en pluguant sur les bornes d'apport volontaire et en redistribuant de la consigne, notamment le verre, bientôt le plastique. Il faut aller beaucoup plus vite. Ils sont en expérimentation depuis 3 ans dans quelques quartiers. Ils devraient être en déploiement dans toute la France.
Donc il faudra regarder le pourquoi du comment. Je pense à une autre société, YoYo, qui récupère directement chez les particuliers les plastiques triés de façon la plus optimale, justement pour garder les ressources séparées, ne pas les mélanger et donc garder les valeurs. Lancé en février, on est à quoi? On est en juin, 4 mois. Et c'est aujourd'hui extraordinaire ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils sortent de la poubelle, ce qu'ils donnent comme ressources à des usages de plastique. Donc il est peut-être un peu moins temps de faire des séminaires de présentation. Il est peut-être... C'est moi qui le dis en plus, hein, je ne fais que ça. Il est peut-être plus que temps de trouver les moyens, et je sais que la région PACA s'y attelle, d'autres collectivités, de passer au concret, de prendre les risques, et je dis d'avoir confiance dans le citoyen qui, en quelques semaines, en quelques mois, change. La preuve, ce sont les sacs plastiques jetables. Tout le monde disait c'est impossible. Tout le monde a oublié que ça ne fait que depuis le 1er janvier que c'est pleinement en œuvre et que ça semble tellement naturel, l'été arrivé, de ne plus utiliser des sacs plastiques jetables et non réutilisables. Merci bien. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Un grand merci à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants, à nos partenaires. Nous devons nous en tenir ici. Donc, une nouvelle fois, on vous invite à continuer les échanges sur notre espace. Mais tout de suite, d'ici 5 minutes, il y a la plénière. Donc, restez peut-être pour la plénière et passez nous voir ensuite.